sous les lumières tamisées de Paris, un théâtre endormi s'apprête à révéler un secret que nul ne devrait entendre. Les ombres murmurent entre les rideaux rouges, et dans l'air flotte une élégance troublante, celle où la beauté et le crime se frôlent du bout des doigts. Chaque mot, chaque silence pourrait devenir une arme. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Presse, entrons dans l'histoire. Hercule Poirot n'avait guère coutume de sortir sans raison précise, et encore moins lorsqu'il faisait froid, et que les rues de Paris se paraient d'un silence humide en cette fin d'automne. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il dégustait un chocolat viennois dans son appartement bien ordonné, du 8e arrondissement, son regard fut attiré par une enveloppe crème, glissée sous sa porte. Il la prit entre deux doigts, examina l'encre légèrement effacée de l'adresse et décacheta la missive d'un geste précis. Aucune signature, juste quelques lignes élégamment tracées, à l'ancienne. Ce soir, à 20 heures, une représentation exceptionnelle de La Chambre rouge aura lieu au théâtre du Lys. Votre présence est attendue. Un théâtre oublié, songea-t-il. Le nom lui rappelait vaguement quelque chose, une salle laissée à l'abandon depuis les années 30. Peut-être. Le papier sentait légèrement la lavande, et l'écriture, quoique anonyme, avait la grâce disciplinée d'une main féminine cultivée. Poirot fronça les sourcils. Il ne croyait pas aux coïncidences. Et lorsqu'une invitation surgissait ainsi, sans explication, elle cachait toujours quelque chose. Il hocha lentement la tête, posa sa tasse et se leva. Ce soir, il irait au théâtre. Il n'était pas homme à affronter les spectacles sans compagnie choisie. Aussi, Hercule Poirot téléphona-t-il à l'inspecteur Masson, vieil ami de la Sûreté nationale, fin gourmet et amateur passionné de théâtre. Masson, enchanté, accepta sans hésiter. Le théâtre du Lys? C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis des années, mon cher Poirot. Cela sent la poussière, le velours râpé et les secrets mal rangés. Ils convinrent de se retrouver à 19h40 devant le théâtre. Poirot, emmitouflé dans un manteau parfaitement brossé, ganté de cuir noir, arriva le premier. Masson, plus décontracté, une écharpe négligemment nouée autour du cou, le salua avec chaleur. « Une soirée sans meurtre, espérons-le » lança-t-il en riant. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il fixait déjà la façade du vieux théâtre comme on scrute un visage oublié. Quelque chose dans l'air semblait suspendu. Ne parions pas trop vite, mon ami. La façade du théâtre du Lys portait encore les ornements de sa grandeur passée. Corniches sculptées, lettres dorées, décolorées par le temps, vitres opaques, où l'on devinait des reflets absents. À l'intérieur, un silence religieux régnait. Le vestibule exhalait un parfum mêlé de cire ancienne et de moquette humide. Une ouvreuse d'un certain âge, vêtue d'un tailleur noir trop grand, les guida sans mot dire vers leur place, au 3e rang, légèrement excentré. Poirot avançait lentement, laissant son regard se promener sur les murs pourpres, les balustrades fendillées, les rideaux à franges fatigués. Chaque détail semblait prisonnier d'une autre époque, figé dans une attente muette. « Il y a là un charme désuet », murmura-t-il à Masson. « Mais voyez-vous, c'est précisément ce genre d'endroit où le passé ne dort jamais tout à fait. » Des murmures mentent et flottaient parmi les rares spectateurs déjà installés. La salle était loin d'être pleine, mais chaque fauteuil semblait occupé par un souvenir plus que par un corps. Poirot s'assit, croisant les mains sur sa canne. L'atmosphère n'était pas simplement nostalgique, elle était chargée, comme si l'air retenait sa respiration. Avant que le rideau ne s'ouvre,
Poirot s'adonna à son activité préférée, observer. Il ne regardait pas la scène, mais le public. 3 silhouettes attirèrent immédiatement son attention. Un homme, seul, assis 2 rangs devant eux, légèrement à gauche, immobile, le dos droit, comme une planche, les mains posées à plat sur les accoudoirs. Rien dans son attitude ne trahissait de distraction, ni même de vie. Trop raide, pensa Poirot. À l'opposé, sur le côté de la scène, une jeune femme se tenait à demi dissimulée, derrière un rideau. Elle portait le costume de scène, mais son regard allait et venait, avec nervosité. Une actrice, sans doute, mais dont le trouble dépassait le simple trac. Enfin, au centre de la loge du balcon, une femme d'un certain âge, cheveux tirés, regard impénétrable, observait la salle avec une froideur presque cérémonielle. La directrice, supposa Poirot. Il n'avait jamais vu de visage aussi figé depuis les portraits funéraires d'un musée napolitain. 3 figures, 3 tensions, et un fil invisible semblait les relier. Le rideau se leva dans un bruissement à peine audible. La scène se révéla minimaliste, une chaise, une lampe, un grand rideau cramoisi en fond. Le texte, absconse et onirique, évoquait la mémoire, le remords, l'enfermement volontaire. Les acteurs récitaient avec lenteur, presque en chuchotant, comme s'ils confiaient des secrets au public. Mais pour Poirot, ce n'était pas le texte qui importait. C'était l'air qui changeait. Un malaise diffus, imperceptible, s'installait. Chaque mot semblait faire écho à quelque chose de plus profond, de plus ancien. La chambre rouge. Un titre trop chargé pour n'être qu'un choix esthétique. Poirot ferma un instant les yeux. Il y avait dans cette pièce une vibration qu'il reconnaissait, celle du non-dit prêt à éclater. Le rideau tomba après le premier acte, dans une lenteur presque rituelle. La lumière se ralluma dans la salle, pâle et jaunâtre. Un léger bourdonnement s'éleva, les spectateurs commençant à remuer. Poirot restait immobile, le regard porté vers le fauteuil du 3e rang. Et puis, un cri, aigu, perçant, soudain, celui d'une jeune femme à l'arrière de la salle. Tous les regards se tournèrent vers l'homme raide. Il n'avait pas bougé d'1 centimètre. Sa posture, d'une rigidité inhumaine, paraissait maintenant effrayante. Un spectateur s'approcha, puis recula brutalement. Il est mort. Masson s'était déjà levé, rejoignant la scène. Poirot, lui, n'avait pas scié. Ses yeux fixaient le visage figé de l'homme, le programme froissé tombé à ses pieds, et des détails infimes mais essentiels, les gants noirs, soigneusement posés sur ses genoux. Intact. Le silence qui suivit fut plus glacial que le cri. L'inspecteur Masson, penché sur le portefeuille du mort, lut le nom avec une lenteur solennelle, Félix Montval. Le visage de Poirot demeura impassible, mais un léger tressaillement au coin de sa bouche trahit la reconnaissance. Oui, il se souvenait. Montval, plume redoutée des journaux parisiens 20 ans plus tôt. Cet homme dont un mot suffisait à détruire une carrière. La presse avait cessé de parler de lui après un scandale obscur. Depuis, il s'était retiré dans une boutique d'antiquités du Marais, vendant des objets d'art et des livres rares à un cercle restreint d'amateurs. Un critique devenu marchand de reliques, murmura Poirot. Quel curieux symbole du passé qui se revend lui-même. Le médecin de permanence évoqua un malaise cardiaque. L'âge peut-être, le choc de l'émotion. Mais Poirot secoua la tête. Les morts naturelles ne s'invitancent pas ainsi, entre 2 actes d'une pièce oubliée. Il observa la main gauche du défunt, mince, soignée, mais rigide, comme figée dans un dernier geste de refus. Déjà, quelque chose d'invisible semblait s'inscrire entre les lignes.
La mort de Félix Monval n'était pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une parole autrefois toute puissante. La précision de l'œil de Poirot ne se laissait pas distraire par les murmures. Tandis que la salle se vidait lentement, sous la direction de Masson, il s'approcha du fauteuil, le front légèrement incliné, les gants. Voilà le premier détail. Il reposait sur les genoux du défunt, soigneusement pliés, comme si la main morte les avait gardés en trophée. Pourtant, dehors, la température frisait le gel. Un homme méticuleux comme Monval n'aurait jamais traversé Paris sans les porter. Ensuite, le programme, plié en deux, il manquait un coin inférieur, déchiré net, sans raison apparente. Poirot le retourna. Aucune annotation, aucun signe, sinon une légère trace de poudre blanchâtre. Il rangea mentalement ce détail avec soin. Et surtout, l'absence de regard. Nul, ni voisin ni ouvreuse, ne semblait avoir remarqué le moment où cet homme était entré, comme s'il s'était matérialisé là, dans cette rangée, entre deux battements de cœur. Poirot se redressa, les bras croisés. Les gants, le papier, le silence. Murmura-t-il. 3 choses qui cachent davantage qu'elles ne montrent. Masson haussa les épaules. Un arrêt du cœur, c'est tout. Poirot sourit finement. Ah, mon cher Masson, le cœur s'arrête rarement, sans qu'une main ou une idée l'y pousse. Les premières vérifications de Masson ne donnèrent rien. Les billets vendus étaient tous numérotés. Aucun ne correspondait à celui retrouvé dans la poche de Monval. L'homme n'avait donc pas réservé. L'ouvreuse principale, interrogée, se souvenait vaguement d'un siège vide jusqu'à quelques instants avant le lever du rideau. Quant aux spectateurs voisins, ils étaient unanimes. Personne n'avait vu cet homme prendre place. Il semblait avoir été déjà là, installé dans l'ombre. Poirot écoutait sans interrompre, ses mains croisées derrière le dos. Cette absence collective de mémoire l'intriguait davantage qu'une contradiction directe. L'oubli, parfois, est plus significatif que la parole. Un esprit discret, peut-être, risqua Masson. Ou bien quelqu'un que l'on ne voulait pas voir, répondit Poirot doucement. La directrice, Claudine Fouché, approcha alors, pâle mais contrôlée. Elle prétendit ne pas connaître le défunt, tout en reconnaissant que son visage lui rappelait vaguement une critique ancienne, lointaine. Poirot inclina la tête, ses yeux gris fixés sur elle. Le hasard, madame, est parfois un auteur plus habile que nous. La jeune ouvreuse, convoquée dans le bureau exigu derrière les coulisses, triturait nerveusement le bord de son tablier. Son visage était celui d'une enfant prise en faute. Poirot, d'une voix douce, la fit asseoir. « Vous souvenez-vous de cet homme, mademoiselle ?» Elle hésita, regarda le plafond. « Je crois l'avoir vu. Oui, peut-être. Il est arrivé après tout le monde, juste avant que le rideau se lève, ou peut-être pendant, je ne sais plus. Et son billet. Il m'a montré quelque chose, oui, un carton. Mais il faisait sombre, je n'ai pas vérifié. Il avait l'air de savoir où s'asseoir. » Poirot croisa les doigts, pensif. « Vous êtes sûr que c'était bien lui ?» Un silence. Elle secoua la tête. « Non, monsieur, c'était un homme vêtu de sombre. Les spectateurs se ressemblent, parfois. » Il la remercia poliment, sans commentaire. Lorsqu'elle sortit, Masson chuchota. Une tête légère. Poirot répondit sans détour. Non, une tête influencée. Quelqu'un avait brouillé la mémoire collective de ce théâtre, comme on efface une ligne de texte. Et ce flou, cette incapacité à se souvenir, lui parut soudain d'une étrangeté presque théâtrale. Pendant que Masson interrogeait le personnel, Poirot, attiré par une intuition, passa derrière le rideau de scène. Dans un recoin,
Sur une caisse à décor, gisait un programme identique à celui retrouvé sur le corps. Rouge sombre, presque carmin, la couleur du rideau lui-même. Mais celui-ci portait un détail singulier. Le coin inférieur gauche avait été arraché net. Il glissa la main dans sa poche et compara mentalement la déchirure à celle du programme du défunt. Elle semblait se compléter. Un lien matériel entre la salle et les coulisses. Intéressant, murmura-t-il. Il huma le papier. Une légère odeur métallique s'en dégageait, que le parfum poussiéreux du théâtre ne pouvait dissimuler. Rouge sang, pensa-t-il, rouge mémoire. Dans son esprit, la mise en scène prenait forme. Le crime avait peut-être été écrit bien avant le lever du rideau. De retour dans le vestiaire, où l'on avait déposé les effets personnels du défunt, Poirot fouilla la poche intérieure du manteau de Montval. Entre un mouchoir brodé et un carnet de notes, il trouva une lettre soigneusement pliée. L'adresse, tracée d'une écriture nerveuse, portait le nom de Claudine Fouché. Poirot lut les premières lignes. « Madame, vous avez trahi l'art. Vous avez trahi ceux qui vous ont aimé. Ce soir, vous verrez le rideau se baisser sur votre illusion. » La lettre n'avait jamais été postée. Poirot referma lentement la feuille, le regard perdu dans le vide. Une lettre d'invective non envoyée. Un billet d'entrée non vérifié. Un programme déchiré. Tout indiquait une intention soigneusement dissimulée sous les apparences. Les mots, songea-t-il, ont parfois une arme plus longue que le poignard. Masson, inquiet, le questionna du regard. Poirot répondit simplement « Mon cher, il y a ici une tragédie que le cœur comprend avant la raison. » La lettre non envoyée, le programme déchiré, l'absence remarquée du défunt dans le regard de quiconque. Tous ces éléments formaient déjà, pour Poirot, une trame invisible. Mais il le savait bien. Ce ne sont pas toujours les faits qui révèlent la vérité, mais les silences autour d'eux. Et dans les coulisses de ce théâtre, 3 femmes, 3 présences, flottaient autour du drame, comme des ombres familières. Avec l'accord discret de Masson, Poirot demanda à s'entretenir séparément avec chacune d'elles. Claudine Fouché, la directrice au regard impénétrable, Sabine Chevrier, la comédienne au visage trop jeune pour ses yeux fatigués, et Madame Rouen, la costumière à l'allure solide, comme un pilier enraciné dans les murs mêmes de la scène. Il n'y avait pas de police, pas de procédure, seulement la voix calme de Poirot et la légèreté feinte d'une conversation. Mais il n'était pas là pour entendre ce que l'on disait. Il était là pour écouter ce que l'on retenait. Dans le bureau feutré qui dominait le théâtre, Claudine Fouché se tenait droite, impeccable, les doigts entrelacés sur un carnet fermé. Sa voix était posée, ses mots choisis, comme si elle répétait un rôle appris depuis longtemps. « Je n'ai jamais invité Monsieur Poirot, je l'assure. Je ne vois pas ce que ma présence aurait à voir avec ce tragique événement. » Poirot hocha doucement la tête. Il avait déjà entendu ce ton, celui d'une femme qui contrôle tout, sauf le passé. Il sortit la note anonyme. « Vous permettez, madame. Cette écriture, elle est ancienne, élégante, un peu penchée à droite, une éducation classique. » Claudine prit la feuille, l'effleura du regard. Ses yeux, un instant, se brouillèrent. Puis elle la reposa sans un mot. Poirot reprit, plus doucement encore. « Vous avez connu Félix Montval, n'est-ce pas? Autrefois, il y a longtemps. » Un silence, puis un soupir à peine audible. « Il m'a aimé, je crois. Et moi aussi. Jusqu'au jour où il a fait de mon travail un exemple public. Il m'a crucifié dans ses colonnes. Après cela, il n'était plus rien pour moi, rien. » Poirot observa les mouvements imperceptibles de ses mains.
une tension à peine contenue. Et pourtant, vous gardez ses lettres et son souvenir. Elle détourna le regard. Le rideau n'était pas encore levé, mais déjà, une scène intérieure se jouait ici. Sabine était assise sur une chaise trop grande pour elle. Elle tenait un châle serré autour de ses épaules, comme si la vérité menaçait de l'atteindre par le froid. Son regard fuyait celui de Poirot, revenait à lui, puis repartait ailleurs, toujours un peu trop vite. Je ne connaissais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu avant ce soir. La phrase avait la cadence d'une ligne répétée. Poirot ne releva pas immédiatement. Il s'assit en face d'elle, les mains posées sur ses genoux. « Votre nom, mademoiselle. Chevrier. Il m'est familier. Il y avait une actrice, autrefois, Émilie Chevrier. Votre mère ?» Sabine eut un hoquet de surprise. Ses yeux se remplirent d'un trouble que le théâtre ne peut simuler. Elle est morte, depuis longtemps. Elle a mis fin à ses jours, après un article diffamatoire dans le Paris théâtral, signé Félix Montval. Il prétendait qu'elle avait obtenu son rôle par des moyens discutables. L'article fut retiré après procès, mais le mal était fait. Elle ne répondit pas. Poirot continua, plus doucement. « Et ce soir, ce même homme meurt dans la salle où vous jouez, sans billet, sans témoin. Et vous dites ne pas l'avoir reconnu. » Elle éclata presque. « Je ne voulais pas qu'il meure. » Poirot ne sourcilla pas. « Qui a parlé de mort volontaire, mademoiselle ?» Elle baissa la tête. Il savait désormais que le théâtre n'était pas le seul héritage que Sabine avait reçu. Madame Rouen reçut Poirot dans sa loge, encombrée de tissus, de croix suspendues et de boîtes à chapeaux. Elle était debout, massive, les bras croisés sur un tablier épais, et ses yeux sombres brillaient d'une intelligence terreuse. Félix Montval, je me souviens de lui, oui. Il n'aimait pas les vieilles croyances. Un jour, pendant une répétition, il a ri en pointant mes médailles. Il a dit que Dieu n'avait pas sa place sur scène. Je lui ai répondu que lui non plus. Elle rit sans joie, puis redevint grave. Mais je ne l'aurais pas tué, même pas humilié. Le théâtre, monsieur, c'est un équilibre. Chaque personne a sa place. Quand on bouleverse cela, le rideau tombe mal. Poirot inclina lentement la tête. Il sentait chez elle une loyauté intransigeante, mais pas le mensonge. « Vous nettoyez les fauteuils ?» Elle hocha la tête. « Les jours de représentation, oui, mais pas celui-là. Il est au réservé. On ne le touche presque jamais. Une sorte de tradition. » Et qui décide de la personne qui y sera placée? Elle achaussa une épaule. La direction, ou parfois une enveloppe laissée sur le comptoir, anonyme. Un autre fil venait de se tendre. Le poison, s'il existait, avait peut-être été versé par une main, mais glissé par une autre. Le billet d'invitation continuait d'intriguer Poirot. Il le relisait à intervalles réguliers, comme si les mots allaient bien en finir par parler d'eux-mêmes. Il le confia à Masson, qui demanda à la direction de fournir quelques archives manuscrites des anciens courriers. Quelques heures plus tard, on lui apporta un dossier contenant des lettres de Claudine Fouché, écrites à des mécènes du théâtre. L'encre y avait pâli, mais la main restait reconnaissable. Une boucle discrète dans les G, une légère inclinaison des T, une majuscule un peu trop ample. Poirot les compara en silence. Ce n'était pas une preuve, pas encore, mais c'était un écho, une trace ancienne d'un geste redevenu récent. Pourquoi Claudine aurait-elle fait venir Poirot? Pour l'éloigner? Pour qu'il soit témoin? Ou pour autre chose? Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer elle-même. Dans ce billet silencieux, Poirot entendait une voix, pas celle du crime, celle du regret. Le plan de salle fut remis à Poirot sur sa demande. Chaque fauteuil
y était numéroté, et la soirée affichait complet. Pourtant, un détail frappait l'œil du détective. Le siège à la droite de Montval, le numéro E12, avait été réservé, puis annulé à la dernière minute. Un incident technique, expliqua Théon, ou un spectateur souffrant, peut-être même une erreur, de l'ouvreuse. Mais Poirot n'aimait pas les explications vagues. Pourquoi réserver une place à côté d'un homme qui n'avait pas de billet? Pourquoi cet espace vide, alors que le reste de la salle était serré? Un espace vide est un choix, pas une absence. Et dans un lieu où chaque fauteuil se paie, cette décision devenait un symbole. Poirot nota dans son carnet. Qui voulait être à côté de Montval ou ne pas y être? La pièce commençait à se refermer. Pas sur un meurtre encore, mais sur une intention. Et peut-être que l'intention, cette fois, était la véritable arme. Le nom de Félix Montval ne figurait plus dans les cercles mondains depuis près de 2 décennies. Pourtant, pour certains initiés de la vie littéraire parisienne, il évoquait encore une silhouette sinueuse, un esprit caustique, une plume capable d'étrangler en 3 lignes le destin d'un artiste. C'est dans une librairie de la rue Bonaparte, refuge d'ouvrages introuvables et de souvenirs poussiéreux, que Poirot obtint les premières bribes de ce passé effacé. Le libraire, un homme aux lunettes épaisses et à la diction lente, se souvenait de Montval avec un mélange d'amertume et de fascination. Il écrivait pour le Paris théâtral. Sa chronique du jeudi, c'était une mise à mort hebdomadaire. On le lisait avec crainte. Et puis, un jour, plus rien. Disparu, sans explication. Certains disent qu'il a été poursuivi, d'autres qu'il a été payé pour se taire. Poirot, les mains croisées dans son manteau, hochait la tête avec lenteur. Ce genre de disparition volontaire est souvent le fruit d'un exil imposé, un exil où l'on n'efface pas seulement l'homme, mais la mémoire du mal qu'il a causé. Et ce mal, il le sentait, n'avait pas cessé de hanter ceux qui en avaient été les victimes. En tirant un dossier des archives d'un vieux périodique défraîchi, le libraire posa sur la table une critique jaunie, datée d'une 20aine d'années. Signée de la main de Montval, elle s'attaquait violemment à une certaine Émilie Chevrier, une actrice modeste qui débutait dans une pièce ambitieuse à l'époque, La Chambre rouge. Le texte, venimeux et insidieux, insinuait que l'actrice avait obtenu son rôle par des moyens personnels, sans jamais les nommer. L'insinuation suffisait. La rumeur se répandit, l'opinion suivit. L'article fut contesté, retiré dans un silence contraint. Mais le mal était fait. Elle s'est effacée du jour au lendemain, murmura le libraire. Plus de rôle, plus de scène. Certains disent qu'elle a quitté Paris, d'autres. Il n'acheva pas sa phrase. Poirot prit le temps de relire le texte. Il n'était pas simplement cruel, il était calculé. Une opération chirurgicale au scalpel du langage. Et qui a mis cette critique à la une? Montval lui-même. Il en avait le pouvoir. Le regard de Poirot se fit grave. Il comprenait maintenant pourquoi certains silences étaient plus bruyants que 1000 cris. Il savait aussi que les blessures diffamatoires ne s'effacent pas. Elles s'incrustent génération après génération. Ce fut en croisant les données des archives judiciaires et quelques nécrologies oubliées que Poirot fit le lien. Le nom complet d'Émilie Chevrier apparaissait dans un procès-verbal de plainte pour diffamation contre Félix Montval en 1921. L'affaire n'avait jamais abouti, faute de preuves solides, mais le dossier mentionnait une adresse, pension, la Chambre rouge, dans le quartier de Montparnasse. 1 an plus tard, une nécrologie laconique dans un journal local signalait le décès par chagrin nerveux d'une certaine Émilie C., comédienne sans engagement. Poirot poursuivit.
Une déclaration administrative, datée d'après le décès, mentionnait une enfant mineure à charge, Sabine Chevrier. Il resta un instant immobile, songeur. Tout s'éclairait avec une logique froide. La jeune actrice fébrile, hantée par des souvenirs qui ne sont pas les siens, avait hérité d'un poids silencieux, un poids qu'on ne raconte pas, qu'on porte dans la voix, les gestes, les absences. Ainsi la fille revient jouer sur la scène même où l'ombre de la mère fut brisée, murmura-t-il, et l'homme responsable vient y mourir. Il n'y avait pas de hasard, seulement des cercles de douleur, refermés avec précision. Le titre revenait sans cesse, La chambre rouge. Ce n'était pas seulement le nom d'une pièce actuelle, c'était une cicatrice commune. En consultant les registres de la bibliothèque Forney, Poirot découvrit qu'une première mise en scène de cette pièce avait eu lieu 20 ans plus tôt, à l'époque où Claudine Fouché débutait comme metteuse en scène. La critique, signée Montval, avait été particulièrement violente. Il avait décrit le spectacle comme une tentative prétentieuse d'habiller le vide avec des mots pseudo-poétiques et qualifié Claudine d'esthète aveugle à son propre narcissisme. Les conséquences furent immédiates. La pièce fut retirée après 3 représentations. Claudine écartée des scènes officielles, condamnée à des productions marginales pendant des années. Poirot se leva de son fauteuil de lecture, les mains jointes derrière le dos. Montval n'a pas seulement détruit une carrière, pensa-t-il, il a privé une femme de sa voix. Et maintenant, la pièce revenait. Même titre, même décor, autres actrices, mais peut-être, au fond, un même auteur caché, un metteur en scène invisible qui répétait les douleurs passées. En revenant sur les lieux, Poirot s'autorisa un détour discret par l'ancienne pension mentionnée dans les archives. Elle portait encore, en lettres effacées, le nom de « La Chambre Rouge », aujourd'hui transformée en immeuble d'habitation sans éclat. Mais il n'était pas insensible à cette coïncidence. Un même nom, attaché à la mort d'une femme, puis au retour d'une pièce, puis à une nouvelle mort. Était-ce le fruit du hasard, ou le choix d'un esprit nourri de symboles? Poirot ne croyait guère aux répétitions fortuites. Le théâtre, il le savait, est un lieu de résonance. On y répète des mots, on y rejoue des blessures, et parfois, sans le vouloir, on y rouvre des tombes. Le nom, La Chambre Rouge, n'était pas décoratif. Il était un rappel, un cri discret. Et celui qui l'avait replacé au programme savait ce qu'il faisait. Les crimes du passé ne meurent pas, se dit-il. Ils attendent, jusqu'à ce qu'un rideau se lève de nouveau, et que le texte recommence. Dans une loge désaffectée, cachée derrière une porte dont la serrure résistait mal à l'insistance de maçon, Poirot trouva un objet abandonné sur une coiffeuse poussiéreuse. Un programme du soir, identique à celui retrouvé auprès du défunt. Rouge sang, comme l'autre. Mais celui-ci était déchiré, même coin manquant, et portait, sur sa face intérieure, quelques mots griffonnés à l'encre noire. Il m'a tout volé. Ce soir, je rends le rideau. La phrase, tremblée mais lisible, n'était pas un mot de menace. C'était une note intime, une confession, une déclaration d'intention. La main qui l'avait écrite ne cherchait pas le spectaculaire. Elle cherchait la clôture. Poirot resta longtemps immobile, le papier entre les doigts. Rendre le rideau, comme on rend justice, ou comme on referme un deuil. Le message n'était pas signé, mais il résonnait comme une voix féminine. Une voix marquée non par la haine, mais par l'usure de l'injustice. Il sentait qu'elle appartenait à quelqu'un qui avait porté trop longtemps le poids des mots de Montval. Quelqu'un qui n'en pouvait plus de taire ce qui, depuis toujours, exigeait d'être entendu. Dans le silence de la loge, Poirot replia doucement le programme, songeur. Les noms, les lieux,
Les gestes oubliés prenaient forme. Quelqu'un ne jouait pas seulement une pièce, il la vivait comme une revanche. Et désormais, la frontière entre la scène et la vie semblait s'effacer. Le théâtre devenait un miroir. Et dans ce miroir, le passé regardait. Le théâtre vidé de son public n'en était que plus parlant. Dans le silence des tentures figées, l'air semblait garder la mémoire de ce qui s'y était joué. Poirot pénétra seul dans la salle. La lumière tamisée des appliques murales révélait les lignes poussiéreuses des fauteuils. Il s'approcha lentement du siège qu'occupait Félix Montval, 3e rang, légèrement sur la gauche. Il s'inclina, non comme on se penche sur un objet, mais comme on rend visite à un témoin muet. Sa main glissa sur le velours usé de l'assise, observa les coutures, suivit les nervures du bois sculpté. Rien, en apparence, ne trahissait une anomalie. Et pourtant, une irrégularité, presque imperceptible, troubla son regard. Un éclat du vernis, plus terne que les autres, sur l'accoudoir droit. Il prit note du relief discret, d'une texture granuleuse, différente du poli habituel. Un détail. Pour d'autres, peut-être, mais pas pour Poirot. C'est dans l'invisible, mon ami, que l'on trouve le fil du crime. Aurait-il murmuré à Hastings s'il avait été là? Et ce fauteuil, pourtant silencieux, parlait. Il racontait une histoire que seule une oreille attentive pouvait encore entendre. Il sortit un mouchoir blanc de sa poche et l'effleura contre l'accoudoir. Une légère traînée grise s'y déposa, fine comme du talc. Poirot fronça les sourcils. Ce n'était ni de la poussière ordinaire, ni un résidu de cire récente. Il en prit un peu entre deux doigts gantés, en huma la subtilité, puis observa la manière dont elle collait à la peau. C'était une matière singulière, à peine perceptible à l'œil nu, mais qui semblait avoir pénétré le bois lui-même. Cette couche ne s'était pas déposée au hasard. Elle avait été appliquée, discrètement, méthodiquement, là où une main se pose naturellement, encore et encore. Poirot regarda de nouveau les gants de Montval, restés sagement posés sur ses genoux cette nuit-là. Et dans sa mémoire, les gestes de l'homme revivaient, la main qui se pose, le bras qui s'appuie, le contact répété. Un poison n'a pas toujours besoin d'être bu ou injecté, songea Poirot. Il peut s'insinuer, se laisser absorber, attendre. Tout dans ce fauteuil, son usage restreint, sa position centrale, son aspect cérémonial, pointait vers une préméditation symbolique. La mort n'était pas tombée sur Montval par malheur. Elle avait été placée là, avec précision et avec discrétion. La substance prélevée, Poirot se rendit discrètement chez un pharmacien de Milone. Confiance, établie rue de l'Odéon, dont la réputation pour la discrétion égalait la rigueur scientifique. L'homme, à lunettes rondes, analysa la poudre avec application, et son verdict fut murmuré comme un secret ancien. « Il s'agit d'un résidu de belladone, monsieur, dissimulé dans un mélange cireux, utilisé parfois dans les vernis de mobilier d'époque. En petite quantité, c'est inoffensif, mais si l'application est répétée, et surtout si elle entre en contact avec une peau nue. » Il laissa sa phrase flotter. Poirot compléta. « Les effets deviennent toxiques. » Le pharmacien acquiesça. La belladone est traîtresse. Elle agit lentement. D'abord une fatigue, puis des troubles cardiaques, et parfois, la fin survient sans cri. Poirot remercia, avec un respect silencieux. Il comprenait désormais que l'accoudoir du fauteuil n'était pas un simple objet. Il était devenu, au fil de jours ou de semaines, une surface létale. Un piège invisible destiné à un seul homme, car qui d'autre que Montval aurait refusé de porter ses gants? Qui d'autre aurait appuyé toujours la même main au même endroit? Ce crime n'était pas une impulsion, il était une œuvre, une lente
orchestration. Et le théâtre, à son insu, en avait été le complice silencieux. De retour au théâtre, Poirot s'adressa au régisseur en chef, un homme aux cheveux rares, dont la mémoire des places occupées semblait plus précise que le registre lui-même. À sa question, la réponse fut immédiate. Le fauteuil E11, oh, il est rarement utilisé. On le réserve aux personnalités, à ceux qui honorent l'histoire du lieu. Poirot hocha lentement la tête. Et depuis combien de temps n'a-t-il pas été occupé? Le régisseur consulta un vieux carnet. 4 semaines, au moins. La dernière fois, c'était un donateur du ministère. Sinon, il reste vide, par respect, dit-on. Poirot remercia, le regard perdu vers la salle silencieuse. Ce détail confirmait ses soupçons. Si la belladone avait été déposée, elle l'avait été en amont, avec la certitude que le fauteuil ne serait pas nettoyé ni déplacé. Et si quelqu'un avait payé pour que Montval s'y installe ce soir-là, c'est qu'il avait prévu, calculé, choisi l'instant précis où le poison, lentement diffusé dans le bois, atteindrait sa cible. Tout cela n'était pas un acte passionnel, c'était une mécanique. Et dans cette mécanique, chaque pièce, même un fauteuil oublié, avait été huilée avec soin. La question des gants revint à l'esprit de Poirot, comme un éclair discret mais significatif. Pourquoi Montval, homme soigneux, soucieux de son apparence, aurait-il gardé ses gants sur les genoux alors qu'il faisait froid ce soir-là? Ce n'était pas un oubli, c'était une habitude. En interrogeant brièvement le portier de l'immeuble où Montval tenait boutique, Poirot confirma ce qu'il se soupçonnait. Montval ne portait jamais ses gants en intérieur. Il les utilisait comme accessoires de présentation, symbole d'élégance. Mais il ne les mettait que lorsqu'il jugeait le lieu indigne de ses mains. Un geste théâtral, presque aristocratique. Ce détail, en apparence anodin, avait été anticipé. Le criminel avait compté sur cette coquetterie. Il savait que la main nue du critique viendrait se poser, encore et encore, sur cet accoudoir piégé. C'était dans ce geste mécanique, banal, que résidait la clé. Poirot, pensif, se dit que le crime était presque trop parfait, trop silencieux, trop esthétisé. Et lorsque le crime devient un tableau, son auteur n'est plus simplement un assassin. Il devient metteur en scène. Et dans ce théâtre, quelqu'un, quelque part, avait écrit chaque mouvement avec une précision mortelle. Le lendemain, Poirot retrouva la jeune ouvreuse dans le couloir du vestiaire. Elle semblait plus pâle que la veille, le regard fuyant, les mains crispées sur un carnet de service. Il l'invita à s'asseoir avec cette bienveillance désarmante dont il avait le secret. « Mademoiselle, je vous demande seulement de me répondre en toute simplicité. Vous avez conduit M. Montval à son siège, n'est-ce pas ?» Elle hocha timidement la tête. « Aviez-vous reçu instruction de l'y placer ?» Un silence, puis un aveu hésitant. « Oui, monsieur, une enveloppe, avec un billet et un mot. C'était écrit que ce siège lui était réservé. » Poirot attendit. Et de qui venait cette enveloppe? Elle baissa les yeux. « Je ne sais pas. Je l'ai trouvée dans mon casier, le matin même. Aucune signature, juste la consigne. » Poirot l'observa un instant, puis lui tendit la main, paisible. « Vous avez simplement suivi ce que vous croyiez être la tradition. Ce n'est pas vous que je cherche. » Elle leva vers lui un regard empreint de soulagement et de crainte mêlée. L'engrenage se révélait, mais la main qui avait lancé la machine restait dissimulée. En coulisses, comme tout bon dramaturge, le fauteuil n'avait pas seulement accueilli un homme. Il avait reçu un verdict, et Poirot savait désormais que cette mort n'était pas le fruit d'une impulsion, mais d'une composition minutieuse. Chaque geste, chaque objet, chaque absence
avait été écrit, non pas à l'encre, mais au silence. Mais il restait encore une question. Qui avait signé cette mise en scène mortelle, sans jamais apparaître sur scène? Lorsque Poirot entra dans la salle du théâtre du Lys, pour la dernière fois, le lieu semblait attendre son propre jugement. Les fauteuils, vides à présent, demeuraient tournés vers la scène, comme vers un autel. Dans cette atmosphère suspendue, il demanda, d'une voix paisible mais ferme, que les trois femmes le rejoignent, Claudine Fouché, Sabine Chevrier et Madame Rouen. Elles vinrent, chacune portant dans son attitude le poids de ce qu'elle savait ou redoutait. Claudine, droite et digne, gardait le regard froid. Sabine, tremblante, paraissait prête à s'effondrer. Madame Rouen, lourde et sombre, tenait ses mains jointes, comme en prière. Poirot se plaça face à elle, au bord de la scène, dans cette position que tout comédien redoute, celle où le silence devient accusation. « Mesdames, dit-il doucement, il est temps de rendre au théâtre ce qu'il a perdu, la vérité. Ce lieu n'est pas seulement fait pour les mensonges bien dits, mais pour la révélation des âmes. Et ce soir, les vôtres se sont entrelacés autour d'un fauteuil et d'un mort. » Personne ne parla. Les murs semblaient écouter. Poirot leva légèrement la main. Le rideau ne s'ouvrirait pas ce soir pour une pièce, mais pour la conscience. « Tout commence, dit Poirot, non avec un crime, mais avec une blessure, une humiliation publique, infligée par un homme dont la plume savait tuer. » Il tourna son regard vers Claudine Fouché. « Vous, madame, fûtes sa victime première. Vous avez aimé Félix Montval, et il a détruit votre œuvre en place publique. Votre vie, depuis, n'a été qu'une lente tentative pour relever un rideau qu'il avait arraché. » Claudine resta immobile, les lèvres scellées, mais ses yeux, un instant, se voilèrent. Poirot poursuivit. Puis vint la seconde blessure, plus profonde, plus cruelle encore, celle d'une enfant regardant sa mère sombrer dans le déshonneur. Mademoiselle Chevrier, le nom d'Émilie Chevrier, votre mère, fut sali par le même homme. Il l'a jugée sans procès, et la mort l'a suivie. Sabine trembla. Ses mains se crispèrent sur le tissu de sa robe. Enfin, conclut Poirot, se tournant vers Madame Rouen, vous étiez la gardienne du théâtre, la prêtresse de ses rituels, celle qui protège les coutumes et les objets sacrés. Vous aviez la clé du lieu. Vous seul pouviez toucher le fauteuil réservé, temple d'un prestige oublié. Le détective fit une pause. 3 femmes, 3 douleurs, 3 silences. Et au centre, un homme qui, croyant régner sur les mots, fut frappé par le plus silencieux des poisons, la mémoire. Poirot reprit d'une voix égale. Les indices matériels sont formels, la cire mélangée à la belladone n'a pu être appliquée que par une main habituée à manipuler les produits d'entretien du théâtre. Et cette main, c'est la vôtre, Madame Rouen. Vous aviez accès au fauteuil, vous saviez son usage rare, vous pouviez y agir sans éveiller de soupçons. La costumière hocha lentement la tête, sans défense ni colère. « Oui, monsieur Poirot, c'est vrai. Mais je ne suis pas une meurtrière. »« Non, » répondit Poirot avec douceur. « Je ne le crois pas. Vous n'avez pas choisi la victime. Vous avez obéi à une demande, peut-être à une loyauté. » Le silence s'épaissit. Sabine détourna le visage et Claudine, figée, observait le sol avec une attention trop rigide pour n'être pas coupable d'un autre genre. Poirot poursuivit. « Vous avez cru servir le théâtre, Madame Rouen. Vous ne saviez pas qu'en enduisant ce fauteuil, vous prépariez un cercueil. » Madame Rouen se mit à trembler. « J'ai suivi les ordres d'une âme en peine, monsieur, et j'ai pensé qu'il ne mourrait pas. » Poirot ferma les yeux un instant. Le mot était lâché. « Voilà,
murmura-t-il, le dernier fil de la toile. Mademoiselle Chevrier, dit Poirot, en s'avançant légèrement. Vous avez joué toute votre vie sous des projecteurs qui ne vous appartenaient ni pas. Ce soir-là, vous vouliez écrire votre propre scène. Sabine secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas sa mort, je voulais qu'il ait peur, qu'il sente ce que c'est que d'être humilié, observé, sans comprendre pourquoi. Et vous avez demandé à Madame Rouen de vous aider. Vous lui avez parlé de superstition, de justice poétique, n'est-ce pas? Vous lui avez dit qu'un peu de poudre sur le bois suffirait à troubler un homme, à lui donner une leçon? Elle baissa la tête, incapable de répondre. Poirot continua, d'une voix d'une clarté implacable. « Mais vous ignoriez, mademoiselle, que la cire de ce fauteuil contenait déjà des traces anciennes de belladone. L'ajout de votre mélange l'a rendu fatal. Vous pensiez lui jouer une farce, mais la farce est devenue tragédie. » Sabine pleurait maintenant silencieusement. Claudine, livide, semblait vaciller. Poirot ajouta « Le hasard a voulu que ce fauteuil, inutilisé depuis des semaines, garde intacte la dose mortelle. Et vous, pauvre enfant, vous avez cru que le théâtre pouvait rendre justice. » Sabine murmura, presque inaudible. « Je voulais seulement qu'il se souvienne d'elle, de ma mère, qu'il comprenne. » Poirot baissa la tête. « Oui. » Et il a compris, mais trop tard. Le rideau de vérité venait de tomber. Sabine, épuisée, s'exprima d'une voix hachée. « Quand je l'ai vu entrer, j'ai compris que j'avais fait une folie. Il n'était pas censé venir. Je voulais prévenir Madame Rouen, lui dire d'effacer, de nettoyer, mais c'était trop tard. » Elle ferma les yeux, se souvenant. Il s'est assis, et j'ai senti tout le sang quitter mon cœur. Je ne voyais plus la scène, je n'entendais plus rien. Je n'étais plus actrice, j'étais coupable. Poirot la laissa parler sans l'interrompre. Il savait que la confession, parfois, est la seule délivrance possible. Après l'entr'acte, quand le cri a retenti, continua-t-elle, j'ai su, pas besoin de regarder, je savais qu'il était mort. Ces mots tombèrent avec une lenteur terrible. Poirot, les bras croisés, la contempla longuement. « Vous avez voulu rejouer la justice, mademoiselle, mais le théâtre n'est pas un tribunal. Il n'est que le miroir de ce que nous sommes. Et dans votre miroir, c'est la douleur qui s'est reflétée. » Poirot s'approcha d'elle, et sa voix, quoique ferme, n'avait plus rien de sévère. « Mademoiselle, il y a en vous deux artistes, la fille blessée qui voulait qu'on l'entende, et la comédienne qui voulait qu'on l'admire. Mais ce soir, c'est la première qui a parlé, et elle a pris le théâtre pour un juge. » Sabine secoua lentement la tête. J'ai cru qu'en lui faisant peur, j'allais libérer ma mère, comme si la justice pouvait se jouer comme un rôle. Poirot hocha gravement la tête. « Le théâtre, mademoiselle, n'est pas un tribunal, c'est un refuge. Il console les vivants, mais il ne ressuscite pas les morts. Vous avez pris le rideau pour une frontière entre la vérité et la vengeance. Et lorsque le rideau tombe trop tôt, il ne reste que le silence. » Il lui tendit la main, sans colère. « Vous n'êtes pas une meurtrière de sang-froid. Vous êtes une enfant du malheur. Et parfois, le malheur est un crime que personne ne juge, sinon la conscience. » Sabine releva les yeux vers lui, noyée de larmes. Il y lut non pas la haine, ni la peur, mais la fin d'une illusion. Les jours suivants passèrent dans un silence feutré. Aucun scandale ne parvint aux journaux. Poirot, fidèle à sa morale d'équilibre, n'informa pas la sûreté. Claudine Fouché, quant à elle, comprit que le théâtre ne survivrait pas à une nouvelle humiliation publique. Elle prit les dispositions nécessaires. Sabine fut engagée pour une tournée en province, puis, peu à peu, disparut des affiches parisiennes.
Certains disaient qu'elle s'était retirée dans le sud, d'autres qu'elle avait choisi la solitude, loin des planches. Madame Rouen resta au théâtre, muette sur le passé. Claudine, vieillie d'1 an en 1 semaine, fit repeindre la salle et ordonna que le fauteuil E11 soit retiré à jamais. Lorsque Poirot revint saluer avant de quitter Paris, Claudine lui dit simplement « Elle était douée, monsieur Poirot, mais le talent sans paix devient un poison. » Poirot inclina la tête. « Comme la belladone, madame. En petite dose, elle éclaire l'œil. En excès, elle le ferme pour toujours. » Il prit son chapeau et quitta le théâtre dans la brume du matin, laissant derrière lui un lieu purifié, mais plus froid. Le théâtre du Lys reprit ses représentations. Rien ne subsistait du drame, sinon une chaise vide et un silence tenace, celui qu'on devine entre 2 respirations. Poirot, songeant au destin des 3 femmes, écrivit dans son carnet « La justice des hommes ne peut guérir les blessures du cœur. Il faut une autre lumière, plus douce, plus lente. » Il ferma le carnet. Car certaines vérités, pensa-t-il, ne s'énoncent pas dans la clameur d'un tribunal, mais dans le murmure d'un théâtre vide. Et ce soir-là, en quittant la scène, Poirot sut qu'il avait rendu non la paix au monde, mais un équilibre. La cloche du théâtre tinta une dernière fois. Le rideau tomba, et dans le silence, le passé s'effaça, enfin. Le brouillard du matin effleurait la scène, comme un voile de mousseline. Poirot et l'inspecteur Masson marchaient côte à côte, sans hâte, sans parole. Le pavé humide résonnait sous leurs pas, et le murmure de l'eau semblait prolonger le silence du théâtre du Lys. L'affaire était close. Officiellement, du moins. Aucun rapport, aucune arrestation. Une mort naturelle, selon les registres. Et pourtant, dans l'esprit de Masson, un reste de trouble persistait. Il lança un regard furtif vers son compagnon. La moustache de Poirot était parfaitement droite, son maintien irréprochable, mais ses yeux, eux, portaient un éclat plus sombre qu'à l'ordinaire. « Vous n'êtes pas ivre, vous n'êtes pas satisfait, mon cher Poirot ?» demanda enfin Masson. Poirot répondit doucement. « Je le suis, mon ami. Mais la satisfaction n'efface pas la tristesse. Le cœur humain n'est pas une équation. » Le vent souleva une feuille, l'emporta vers l'eau. Masson ne répliqua pas. Tous deux poursuivirent leur marche, 2 silhouettes réfléchissant non à la justice rendue, mais à celle qu'on ne peut écrire dans les rapports, la justice du cœur que la raison ne juge pas. « Vous savez, Masson, » murmura Poirot, après un long silence, « il est des crimes que la loi ne voit jamais. Ce ne sont pas ceux du poignard ou du poison, mais ceux du mot. » Masson fronça les sourcils. Poirot poursuivit, les mains croisées, derrière le dos. « Un mot, lancé sans mesure, peut tuer aussi sûrement qu'une balle. Il se dépose dans une âme, y ronge lentement la confiance, puis la vie. » Félix Monteval maniait ce poison avec le raffinement d'un chimiste. Il n'a fait que récolter ce qu'il avait semé. L'inspecteur soupira. « Vous voulez dire que sa mort est juste ? » ?»« Non, mon ami. Rien n'est jamais juste quand la douleur devient instrument. La vengeance n'équilibre pas l'injustice, elle la prolonge. La jeune Sabine n'a pas tué seulement un homme. Elle a tué le souvenir de sa mère une seconde fois. » Poirot s'interrompit. Ses yeux se perdirent dans la brume au-dessus du fleuve. « Le plus cruel, voyez-vous, ce n'est pas le mensonge, c'est la mémoire. Elle garde tout, même ce que nous voudrions oublier. Et parfois, ceux qui veulent effacer le passé n'en font que raviver les couleurs. » Masson hocha lentement la tête. Dans le matin gris, les paroles de Poirot flottaient, comme une morale, que le vent aurait emportée, mais non dissipée. Plus tard,
Les deux hommes passèrent devant le théâtre d'Ulysse. La façade, nettoyée récemment, brillait d'une blancheur presque irréelle. Le panneau d'affichage, autrefois terni, portait à présent une nouvelle affiche fraîchement collée. La vérité en silence. Poirot s'arrêta. Il contempla longuement les lettres noires sur fond ivoire, sans un mot. Masson, intrigué, lut à voix haute. Une création originale, première représentation prochaine. Poirot esquissa un léger sourire. Ironique, n'est-ce pas? Voilà qu'après la mort, le théâtre joue enfin son rôle. Pensez-vous que ce soit une coïncidence? Demanda Masson. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des correspondances que les hommes refusent de voir. Ce titre peut être un hommage ou un aveu. Le théâtre a toujours eu la délicatesse de dire la vérité derrière le mensonge. Poirot se détourna, le regard adouci. La vérité en silence. Voilà, mon ami, ce que nous cherchons tous, une vérité qui ne crie pas. Et sur cette pensée, ils reprirent leur marche, laissant derrière eux le théâtre comme un mausolée blanchi du passé. Avant de quitter le quartier, Poirot s'arrêta un instant sous un réverbère, à l'abri du vent. Il sortit de sa poche intérieure le programme rouge trouvé auprès de Félix Montval. Le papier, légèrement froissé, gardait encore la trace d'un coin arraché, celui qu'il avait retrouvé dans la loge, porteur d'un message de désespoir. Il caressa lentement la pliure du doigt. Le papier avait jauni, mais la déchirure demeurait nette, presque symbolique. Deux fragments d'une même douleur, séparés par le temps. Poirot murmura « Il m'a tout volé. Ce soir, je rends le rideau. » Il répéta ces mots, à voix basse, comme on récite une prière sans croyance. Puis, repliant le programme avec un soin presque rituel, il le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Ce n'était pas un trophée ni une preuve, c'était un souvenir, le témoin matériel d'un crime qui n'avait pas besoin de tribunal, mais de mémoire. Masson, à quelques pas, le regardait sans parler. Poirot rejoignit son ami. « Allons, mon cher, les crimes finissent toujours, mais les histoires, elles, continuent. » Ils s'arrêtèrent un instant sur le pont des Arts. Le soleil, timide, perçait enfin le brouillard et posait une lumière douce sur la Seine. Poirot resta immobile, absorbé dans une pensée qu'il formula à voix basse. « Voyez-vous, Masson, ce n'est pas toujours le cri qui annonce le crime, mais le silence après les applaudissements. » Masson tourna vers lui un regard interrogatif. Poirot poursuivit. « Les hommes pardonnent difficilement les offenses visibles, mais ils oublient plus mal encore les humiliations cachées. On croit qu'elles dorment. En vérité, elles travaillent, lentement, comme un poison. Et un jour, elles tuent. » Il haussa les épaules, un peu las. Le théâtre, mon ami, a simplement rejoué ce que la vie avait écrit depuis longtemps. Les acteurs changent, mais la pièce, hélas, reste la même. Puis avec un léger sourire, « Venez, nous avons mérité un café chaud. Le monde peut bien tourner sans nous. Pour un acte, ou deux. » Ils s'éloignèrent. Deux silhouettes que la brume referma sur elles, laissant derrière elles la scène, et quelque part, l'écho d'un crime dont le dernier témoin était le silence. La brume s'était levée. Paris reprenait son souffle. Dans un monde d'apparence, Poirot n'avait pas cherché la victoire, mais l'équilibre. Ni justice éclatante, ni triomphe. Seulement la vérité, nue, mélancolique, mais apaisée. Et tandis que les eaux grises reflétèrent le ciel du matin, Hercule Poirot songea que le plus grand des mystères n'était pas celui des meurtres, mais celui du cœur humain, ce théâtre secret où la douleur joue sans public et où le silence, toujours, obtient la dernière réplique. Parfois, la vérité ne répare rien.
Elle se contente d'éclairer les ruines laissées par le mensonge. Et vous, pensez-vous que certaines blessures méritent d'être vengées ou simplement comprises? Si cette histoire vous a touché, likez, commentez votre réponse et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères à élucider ensemble. Car dans le silence, après la vérité, il reste toujours une ombre qui nous regarde.